Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Conso saison 2. Et aujourd'hui, notre épisode va être consacré au sujet du low-code, no-code. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans notre premier épisode d'introduction à cette nouvelle saison, Patricia Pérez-Cochin nous avait évoqué le sujet du recrutement et de la nécessité et des difficultés qu'ont les entreprises à attirer des talents et des ressources pour venir travailler dans le domaine de la consolidation. Et effectivement, l'aspect low-code, no-code des outils peut avoir un rôle très important dans l'attractivité de ce métier de consolideur et des travaux qui y sont liés. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Anne Massé, je suis la directrice avant-vente de Tagetik France. Je suis accompagnée par Lan. Bonjour à tous, je suis Lan Ngo, Solution Architect Director de CCH Tagetik Europe de l'Ouest. Et CCH Tagetik, qui sommes-nous ? Alors, si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes le leader de la division Corporate Performance et ESG de Wolters Kluwer. Wolters Kluwer, c'est un groupe qui a plus de 180 ans d'existence, qui sert plus de 2000 clients dans 180 pays, qui est coté à l'Eurostock 50, c'est-à-dire les 50 plus grosses capitalisations boursières. Et nous, CCH Tagetik, nous sommes le leader de cette division. Nous sommes régulièrement classés leaders dans tous les classements, le Gartner, le BARC. Et nous proposons des solutions de consolidation statutaire et management, bien sûr, de reporting réglementaire et de planification. Et nous avons la joie aujourd'hui d'être accompagnés par Romain Carcelès du cabinet Satrion. Bonjour Anne, bonjour Lan et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Romain Carcelès, directeur de la practice Tagetik au sein de Satrion France. Je dirige actuellement une vingtaine de consultants qui évoluent sur la techno Tagetik et qui sont répartis sur 2 bureaux, un à Paris et un à Casablanca. Pour vous présenter brièvement Satrion, Satrion fait partie d'un groupe qui s'appelle CPM Partner, un groupe international constitué d'environ de plus de 200 consultants. Nous sommes présents majoritairement en Europe, dans les principaux pays d'Europe. Et donc, au sein de la marque Satrion, nous évoluons du coup sur la techno Tagetik depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons en tout et pour tout, au niveau international, plus de 80 consultants, plus d'une centaine de références de projets à notre actif, et donc du coup ça nous a permis d'obtenir la certification Platinum pour justement notre expérience sur la solution. Et nous intervenons en gros sur toutes les phases de projet, du cadrage jusqu'à la mise en production de l'application. Nous avons également une cellule qui s'occupe de la tierce maintenance applicative pour accompagner nos clients également dans les phases de run. Voilà. Alors Romain, on est aujourd'hui, on est là ensemble pour discuter de ce sujet low code, no code. Donc pour resituer le contexte pour les auditeurs, pourquoi on parle de ce sujet dans le cadre de Radio Conso. Donc on constate chez pas mal de groupes de nos clients la maintenance en fait des outils de consolidation ou d'élaboration budgétaire peuvent être faites par une cellule d'administration qui peut être au sein de la direction financière elle-même ou par les consolideurs ou les contrôleurs financiers. Et par rapport aux difficultés de recrutement et de pénurie de talents, sur le marché, on s'était dit que c'est un des sujets d'outils qu'il faut qu'on aborde et qu'on discute ensemble. Et si tu peux nous éclairer sur ton point de vue sur ce sujet-là, ce que tu constates chez différents clients, comme tu as beaucoup d'expérience sur les différents projets. Oui, alors tout d'abord, on peut déjà donner une petite définition simple de ce qu'est le low-code et no-code. Donc, en gros, le low-code, no-code, ce sont de nouvelles approches assez récentes de développement d'applications ou de modules d'applications informatiques. Traditionnellement, l'approche de développement classique, c'est le développement ligne à ligne sur la base d'un langage informatique SQL, Python, etc. Mais du coup, avec le constat que tu as évoqué, ces nouvelles approches émergent
Et donc ça permet aux utilisateurs qui ne sont pas en fait des développeurs de métier de pouvoir développer dans l'application au sein d'interfaces graphiques, visuelles. On retrouve souvent le terme de drag and drop, puisque c'est vrai que on juge souvent l'ergonomie finalement de ces approches de développement, et ça permet une prise en main simplifiée, facilitée pour des utilisateurs qui ne sont pas des développeurs de métier. Donc développer ou maintenir une solution dans le cadre du run. Et pour revenir effectivement sur cette carence de ressources, de profils, je crois que c'est en 2022, l'OCDE et Randstad avaient effectué une analyse en fait sur l'évolution en fait des offres d'emploi sur 4 ans, je crois, par rapport au métier du numérique, et en fait a été relevée une augmentation de plus de 66% d'offres d'emploi liées à ces métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi ça se traduit? Il est estimé une carence d'environ 80 000 développeurs manquants en France pour répondre aux enjeux des entreprises. Pour pallier à ça, l'alternative, c'est avoir d'autres approches de développement alternatives, simplifiées, pour permettre à des interlocuteurs qui sont, comme tu l'évoquais, dans des départements autres que la DSI, donc ça peut être le département conso, le département du contrôle de gestion, de permettre à des utilisateurs qui ne sont pas rompus au développement informatique de quand même paramétrer, développer l'application, développer des workflows par exemple pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et permettre à l'outil d'évoluer sans avoir la nécessité d'avoir un profil technique pour prendre en charge ses évolutions et ses besoins. Aussi adapté aux évolutions des besoins des groupes et puis faciliter aussi la maintenance. Exactement, ouais. Tout à fait. Okay. Alors, concrètement, du coup, par rapport à ce que tu nous expliquais sur le low-code, no-code, qu'est-ce que tu vois en termes d'outils? Parce que tu travailles sur des projets donc, d'implémentation, de solutions de consolidation. Quel est un peu ton ressenti par rapport aux outils que tu peux être amené à utiliser? Alors, en règle générale, c'est vrai que au sein de la solution CCH Tagetic, la philosophie d'origine de l'outil reste une approche de paramétrage en low-code et de plus en plus en no-code. Et pour rebondir par exemple sur un sujet comme le sujet de la consolidation statutaire, aujourd'hui nous avons des moteurs de règles par exemple qui sont vraiment à la main des fonctionnels, puisque en gros on fait appel vraiment à des comptes, à des natures de retraitement pour paramétrer des retraitements fonctionnels. Donc typiquement sur ce type de paramétrage, un novice qui n'a pas du tout de background technique peut vraiment prendre la main sur une règle de retraitement à mettre en place. Ce qui facilite grandement l'évolution de l'outil par rapport à des demandes qui sont toujours croissantes au sein des départements conso contrôle de gestion. Donc nous, ce qu'on voit aujourd'hui, en tant que paramétreur et bien entendu sur les projets pour former les futurs administrateurs de la solution, c'est qu'on essaye de passer le plus possible par une approche de développement de paramétrage. Et la bonne nouvelle, c'est que Tagetic dispose de low-code et de no-code. Alors, effectivement, donc il y a cette possibilité de faire du low-code, no-code. Après, on est quand même pas contraint, c'est-à-dire qu'on n'est pas verrouillé. Si vraiment on est face à un cas d'usage de conso très, très spécifique, voilà. Il y a quand même moyen de faire quelque chose. Exactement. Voilà. Tagetic n'est pas une cloison d'approche de développement qui ne fait que du low-code, no-code. Il y a toujours la possibilité, bien entendu, par rapport à des besoins spécifiques et très complexes, eh bien, de retourner sur une approche de développement traditionnelle et de faire de la programmation sur la base du langage universel qui est le SQL dans Tagetic pour répondre à des enjeux beaucoup plus spécifiques pour les clients. Et si je ne me trompe pas, on propose également des moteurs de règles de plus en plus graphiques. Exactement, tout à fait. Donc, pour citer quelques exemples dans l'application, après bien entendu Lan pourra donner aussi quelques exemples de paramétrage, mais on peut citer par exemple la gestion des référentiels. Aujourd'hui, Tagetic dispose d'approches très graphiques pour manipuler par exemple la hiérarchie. Donc d'une part c'est visuel et ça fonctionne, pour reprendre la terminologie qu'on évoquait dans la définition du low-code no-code, de paramétrage sous la forme de drag and drop, de glisser-déposer. Je prends une entité, je la mets dans un nœud IMIA, je la déplace, etc. Donc c'est vraiment très graphique et visuel. Je pense que dans la démo on aura l'occasion de voir en live ce que ça donne. Une chose qui est très importante aussi dans Tagetic, c'est que Tagetic permet de déployer des workflows
des workflows de collecte. Et là, c'est hyper intéressant parce que pareil, on est vraiment sur une vision très graphique du parcours de collecte que les utilisateurs, contributeurs ou consolideurs doivent suivre. Donc en gros, ça permet vraiment de faire un parcours de collecte sur mesure. Et là, c'est la même chose. On est vraiment sur une interface graphique très visuelle où je vais mettre par exemple un état de saisie de la balance. Je vais enchaîner sur l'état de saisie des flux bilanciels. Je vais rajouter une étape de contrôle de cohérence de mes données de l'IAS, etc. pour in fine arriver à une certification des données. Et donc ça se fait dans une interface graphique visuelle à la main d'une personne qui n'est pas développeur de métier. Et donc, comment toi, par rapport à ton expérience sur les projets chez les clients, comment tu as vu que cette approche low-code, no-code dans Tagetic, on va dire, impacte le déroulement d'un projet et aussi l'adoption de l'outil chez les différents clients? Alors, avec l'émergence de ces nouvelles approches de développement, l'impact en fait clé à maîtriser pour les groupes et les entreprises réside au niveau de la gouvernance. Par le passé, les patrimoines applicatifs étaient en règle générale sous la responsabilité quasi unique de l'IT, des DSI. Vu l'émergence des besoins fonctionnels qui sont toujours croissants, la carence des profils techniques, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gouvernances en fait sont un peu adaptées pour permettre en fait à l'IT de quand même garder une vision d'ensemble en fait du patrimoine applicatif, tout en permettant aux fonctionnels dans les départements fonctionnels d'entreprise, donc on mentionnait département conso, contrôle de gestion, de faire évoluer l'outil. Donc en fait, ça rabat un peu les cartes de la gouvernance et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un intérêt à porter sur ces gouvernances nouvelles à adopter. À partir du moment où ça c'est garanti, on a des profils en gros de développeurs qui sont un peu répartis dans les différents départements des groupes pour faire évoluer les outils de manière plus flexible. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que on a une certaine agilité en cible pour faire évoluer l'outil. On n'est plus dépendant d'un IT, de spécifications. On voit que finalement, un consolideur, un contrôleur de gestion peut directement faire évoluer l'outil selon ses propres besoins. Pour aider les entreprises à être plus flexibles, aussi, exactement, à s'adapter plus rapidement, plus facilement. Tout à fait, à tous les besoins qui tombent, bien entendu, de manière assez fréquente sur notamment les directions finances, qui sont quand même bien... voilà, il y a beaucoup d'évolutivité dans les besoins fonctionnels de cette direction. Et donc, pour nous, c'est un des premiers enjeux, c'est la gouvernance globale en termes de run futur. Un des deuxièmes enjeux qu'on voit sur les projets, et on essaye de s'adapter par rapport à ça, c'est d'essayer de changer le mode d'implémentation un peu traditionnel. Donc, il y a eu l'émergence de méthodologies agiles qu'on exploite aujourd'hui dans le cadre des implémentations de la solution Tagetic notamment. Par quoi ça se manifeste ? Ça se manifeste par des phases amont où on présente vraiment l'outil, où on intègre directement les citizen développeurs, donc les utilisateurs qui vont administrer en cible la solution. On les intègre en amont, on les forme, on leur présente les capacités de l'outil pour qu'ils soient vraiment partie prenante dans les phases de conception et même de paramétrage, parce qu'en cible, c'est eux qui vont avoir la responsabilité de l'évolution de tout ou partie du logiciel. Donc en fait, ces phases de formation, elles sont vraiment capitales pour nous, et sur chacun de nos projets dorénavant, on consacre avant les phases de conception un temps qui est nécessaire selon nous pour former et du coup tout ce que l'outil peut être en mesure de faire, notamment en termes de low-code, no-code. Comme ça permet en gros aux utilisateurs, citizen développeurs qui ont le besoin fonctionnel, parce que c'est eux qui ont quand même la matière initiale pour faire le développement, de participer à toutes les phases du projet et même d'être acteurs dans le développement. Nous, en tant qu'intégrateurs aujourd'hui, on est potentiellement sur des projets où on est accompagné par des personnes qui sont au sein des départements conso, contrôle de gestion, également IT, parce que l'IT aussi participe activement, bien entendu, au paramétrage de ces outils. Mais voilà, ça rabat un peu les cartes en termes de responsabilité pendant le projet. Et on y voit une vraie plus-value, parce que en les intégrant en amont, ça garantit une meilleure prise en main de l'outil en cible. Voilà. Ce qu'on voit aussi en termes de formation,
Tagetik, je pense que vous pourrez le présenter mieux que moi, dispose d'une offre Tagetik Academy. Par le passé, c'est vrai qu'on était plutôt les premiers, les premiers clients des formations dispensées par l'éditeur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de clients qui, du coup, souscrivent à la Tagetik Academy. Pourquoi ? Parce que ils ont cette nécessité d'être en capacité d'administrer la solution. Et donc, à la fin, un des bénéfices, c'est une plus grande productivité, parce que le low-code, no-code, quand même, permet un développement qui est simplifié et plus rapide, et aussi une économie de coûts, parce qu'on est moins dépendant d'interlocuteurs externes pour faire évoluer le logiciel. Donc, c'est quand même assez intéressant, et en termes de projet, voilà, c'est les principaux éléments que je devrais citer, on va dire, de manière globale. Tout ça, ça leur permet aussi d'avoir une meilleure autonomie voilà, tout à fait, dans tout à fait. Fonctionnement, oui, c'est sûr. Donc, si on doit résumer quelque part tous les bénéfices que les clients ils peuvent avoir grâce à cette approche low-code, no-code. Voilà, comme on a dit, je pense que c'est vraiment l'agilité, oui. Des gains de productivité, un gain en termes de coûts, et aussi sur le fait d'internaliser dans le futur des tâches de paramétrage et de les avoir anticipées en amont. Comme les utilisateurs ont leurs propres besoins à mettre en place, en fait, une fois qu'ils ont le champ des possibles, on voit en fait une certaine créativité chez nos clients qui du coup se projettent plus facilement aussi dans l'outil et se disent tiens, dans le workflow je vais peut-être rajouter un état de collecte, je vais peut-être rajouter une tâche de contrôle, et donc en fait ça leur permet vraiment d'appréhender toute la possibilité qu'offre le logiciel, et donc de mettre en place plus facilement leurs besoins. Et on voit en soi une certaine créativité chez certains de nos clients, et c'est fortement appréciable. Alors du coup, Romain, pour l'avenir, là, plus ou moins long terme, qu'est-ce que tu vois par rapport à cette problématique ? Alors, par rapport à cette problématique, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de la grosse campagne d'obsolescence des outils historiques en termes de consolidation statutaire, voilà, pour ne pas les nommer HFM, BFC notamment. Et donc, pour opérer une transition simplifiée vers un nouvel outil, il est certain, selon nous, chez Satrion, que des approches de développement low-code, no-code facilitent l'intégration du logiciel, que ce soit pour le projet, mais aussi pour le run, comme on l'a évoqué. Donc, voilà, l'outil dispose d'une approche de développement qui s'inscrit dans le court terme, avec une vraie simplification sur ces transitions. Voilà, parce que ces outils, pour ne pas les nommer, sont pérennes chez certains clients depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, chez Satrion, on appréhende le sujet plus sereinement, puisque voilà, avec ces fonctionnalités qui résident encore une fois dans du paramétrage, on trouve voilà, une certaine simplicité pour effectuer cette transition. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. Donc j'espère que vous avez eu vraiment un bon aperçu de tout ce qu'implique le low-code, no-code dans un outil tel que CCH Tagetik. N'hésitez pas à nous contacter, vous allez avoir nos coordonnées dans les notes du podcast. Donc nous contacter pour une démo ou plus d'informations sur l'outil, et évidemment contacter Romain pour vous aider ou discuter de l'implémentation de CCH Tagetik pour votre consolidation. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un prochain épisode de Radio Conso. Merci beaucoup Romain, et merci à vous tous. Merci. Merci.